Bonjour et bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast de l'EM Normandie qui vulgarise la recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec Roland Condeur. Salut Roland. Salut Valentin. Roland, tu es professeur associé en entrepreneuriat et titulaire de la chaire Modèles entrepreneuriaux en agriculture à l'EM Normandie. C'est un sujet qui te passionne puisque tu travailles dessus quand même depuis 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans au niveau de la chaire, et puis j'avais déjà démarré mes travaux de recherche 3-4 ans avant, donc on va dire ça fait 7-8 ans à peu près que j'y travaille. Ok. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Belles Découvertes, on va essayer de comprendre ce que peuvent apporter ces modèles innovants agricoles. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres et dresser un petit peu le panorama de l'agriculture au sens large en France ? Alors ça tombe bien parce qu'il y a eu le recensement agricole qui a eu lieu en 2020, et donc on a eu les résultats il y a à peu près 6 mois. Alors il faut juste savoir que les recensements agricoles, c'est tous les 10 ans. Donc ça nous permet, le dernier avant c'était 2010, donc ça permet de voir les évolutions sur 10 ans. Ça doit bouger, hein, j'imagine. Alors ouais, ça bouge sur des tendances lourdes qui ont démarré depuis longtemps en fait. Alors peut-être un premier chiffre, c'est le nombre de fermes en fait en France. Ouais. En 2020, c'est 389 000 exploitations agricoles. D'accord. Il y en avait 489 000 en 2010. Donc tu vois, ça fait 100 000 fermes en moins. Bon, c'est un phénomène connu qui existe depuis des années, ça continue. Alors, il faut le mettre en parallèle aussi d'un autre chiffre qui est la taille des exploitations. En 2010, on mesure la taille par la SAU, donc c'est la surface agricole utile. Donc c'est la surface productive en fait de l'exploitation. Et donc la surface moyenne, c'était 55 hectares en 2010. D'accord. En 2020, c'est 69 hectares. Donc on a vraiment un phénomène de logique en fait d'accroissement de la taille des exploitations et du nombre d'exploitations qui diminue. Du coup, ça veut dire quoi ? Moins de fermes, mais plus de production ou pas forcément ? Les productions restent à peu près stables en fait, parce qu'on reste sur des... C'est juste qu'en fait, il y a des fermes qui sont pas reprises, parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'elles sont trop petites. Donc elles sont un petit peu vendues en appartement. Donc la maison peut être gardée dans la famille, par exemple, et puis les terres aux alentours sont louées ou vendues à des agriculteurs aux alentours qui s'agrandissent. D'accord. Donc, mais en fait, ça ne change pas grand-chose en termes de production, quoi. Donc ça, c'est la tendance depuis les 10 dernières années. C'est une tendance même depuis 30-40 ans. Ah ouais, c'est ça, ouais. Okay. C'est une tendance sur plusieurs décennies, ouais. Okay. Je dirais, dès les années 70, je pense qu'on a vu déjà cette tendance-là se dessiner. Alors, on n'arrive pas encore à des tailles d'exploitation aujourd'hui qui sont celles de l'Amérique du Nord, de la Chine, où là... C'est quoi là les tailles ? C'est plusieurs centaines, milliers d'hectares. D'accord. Et il y en a beaucoup en milliers d'hectares. Donc, c'est énorme. Nous, on est encore en dessous une moyenne en dessous de 100, quoi. Je parlais en intro de ton travail sur les modèles innovants agricoles. Ouais. C'est quoi un modèle innovant agricole ? Quels sont-ils aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors il y en a beaucoup, justement, ça bouge. Et alors, en fait, historiquement, on a deux modèles, on a une dualité entre le modèle bio et conventionnel. Okay. Alors, bio, on le connaît. Conventionnel, c'est de la production conventionnelle qui va utiliser ce qu'on appelle des intrants. Les intrants, ce sont les engrais, les pesticides. Donc, c'est bio et circuit court. Okay. Et puis conventionnel et circuit long. C'est-à-dire que la production conventionnelle, elle va permettre d'alimenter l'industrie agroalimentaire et puis la grande distribution. Donc ça, c'est un peu le modèle, les deux modèles, on va dire, historiques, un peu caricaturaux. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces deux modèles-là, ils explosent. Okay. C'est-à-dire qu'il y a plein de modèles différents. Il y a le choix pour des entrepreneurs agricoles aujourd'hui. Donc, par exemple, si on regarde du côté des grandes cultures, donc plutôt de l'agriculture conventionnelle, ce qu'on voit, c'est que c'est une agriculture qui se digitalise. Donc on va utiliser des outils digitaux pour, par exemple, limiter les intrants dans les sols, limiter les pesticides et tout. Donc faire du modulage, de dire, voilà, tiens, on va mettre telle quantité d'intrants à tel endroit et pas à tel autre. Donc ça se développe beaucoup et ça permet de faire de l'agriculture conventionnelle améliorée, puisqu'on va réduire finalement les effets négatifs de l'agriculture conventionnelle qui est les intrants. Après, il y a des agriculteurs qui sont aussi dans ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc c'est une agriculture, on va adopter des modèles de production, des modes de production différents, on va plus labourer par exemple, on va juste gratter la surface du sol et semer directement sur place sur les anciennes cultures. D'accord. Et ça a un impact sur les cultures directes ? Alors, ça a un impact effectivement sur la biodiversité. D'accord. Ça évite les écoulements d'eau.
Donc c'est meilleur en fait pour la santé des sols et certains disent que c'est meilleur pour la productivité aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est des modèles innovants dans le sens positif du terme et c'est souvent pour aller vers le mieux en fait. Tout à fait. Donc c'est des modèles qui vont dans le sens en fait d'une tendance lourde qui est l'agroécologie. Donc c'est l'enjeu principal aujourd'hui de l'agriculture depuis aussi plusieurs décennies. Et donc tous ces modèles-là vont dans le sens effectivement de modèles plus vertueux en fait sur le plan environnemental, biodiversité, qualité de l'eau, etc. D'après ce que tu décris là, moi je comprends que c'est quand même plus d'investissement pour les agriculteurs qui souhaitent se lancer. L'argument, on l'a bien compris, c'est de tendre vers le mieux, vers le modèle de l'agroécologie, mais il y a des freins quand même à se lancer dans des modèles innovants agricoles? Alors oui, il y a des freins, c'est déjà de l'investissement. Ouais. Parce que quand on passe à l'agriculture de conservation des sols, par exemple, on va devoir adopter des nouveaux équipements. Parce que c'est des équipements qui... on n'a plus besoin de la charrue pour labourer, mais on va avoir besoin d'autres équipements qui sont capables de semer sur de la surface où il y a déjà des résidus. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir réinvestir. Et donc il y a des temps, il y a des transitions qu'on a connues aussi avec le bio. Passer du conventionnel au bio, il y a un temps de passage, il y a un passage qui est long à passer, qui peut être délicat sur le plan financier. Ouais. Pour ces nouveaux modèles-là, effectivement, comme l'agriculture de conservation, c'est pareil. Il faut investir dans des nouveaux matériels et donc ça prend du temps. On a une perte de productivité par rapport au système d'avant. Et après, on la rattrape un petit peu au bout de quelques années. Mais il y a un temps de passage, de transition qui est assez délicat. Ouais. Et alors les arguments pour, quels sont-ils? Alors les arguments pour changer de modèle, ouais. C'est l'agroécologie, donc des systèmes plus vertueux. Donc, ça veut dire... Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une demande aussi de certains acteurs de la chaîne qui demandent des produits plus vertueux, parce qu'eux-mêmes sont on va dire, sollicités par les clients, les consommateurs, qui exigent du mieux. Donc c'est toute une chaîne en fait qui, par effet domino, part du consommateur et va jusqu'au producteur. Donc du coup, l'argument, il est là. Bon. Après, il y a d'autres systèmes aussi, d'autres modèles. On voit beaucoup se développer aussi la production d'énergie renouvelable à la ferme. D'accord. Donc là, on n'est plus dans la production alimentaire. Enfin, l'agriculteur garde sa production alimentaire, mais il diversifie son activité, son business avec de l'énergie renouvelable. C'est quoi? C'est une question de rentabilité C'est une question de ne pas mettre les œufs dans le même panier, pour faire tout simple. Et puis, il y a des opportunités dans la méthanisation. On voit ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui, les problèmes au niveau du gaz. Réimplanter des activités qui permettent de produire du gaz local, ça a quand même des vertus. Ça ne remplace pas complètement, évidemment, le gaz issu de Russie, mais ça y contribue. Et puis, c'est surtout pour les agriculteurs des moyens de diversifier les revenus, d'avoir des compléments de revenus, et puis de diversifier les sources. Sachant qu'à un moment donné, s'il y a un problème au niveau de la production alimentaire, on a toujours à côté les énergies qui peuvent rattraper le coup. À côté de ces modèles innovants agricoles sur lesquels tu travailles, il y a cette tendance du monde de la tech à s'approprier aussi le monde agricole, de plus en plus de startups qui se lancent dans le domaine. C'est perçu comment par les agriculteurs, ce sujet-là? Alors effectivement, il y a plusieurs startups qui se lancent dans ce sujet. Il y a la viande cellulaire, par exemple. La viande cellulaire sur laquelle j'ai écrit au début d'année dans des tribunes de presse, qui vient un peu en concurrence de la viande naturelle, en fait, qui est produite dans les fermes. Il y a les insectes, alors qui ne sont pas en concurrence directe avec l'agriculture. C'est plus du complément? C'est du complément. C'est des changements de modèle d'alimentation, et donc il faut y répondre. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence ou de la concurrence indirecte avec l'agriculture traditionnelle. Et puis il y a aussi donc la viande, les insectes, et puis les substituts végétaux de viande. Et c'est là où il y a eu pas mal de mouvements. C'est que en fait, derrière ces startups qui développent ces nouveaux aliments, il y a des investisseurs. Notamment Xavier Niel, par exemple. Il a mis des billes dans des startups de ce type-là. Et donc, ça effectivement n'était pas très bien perçu par certains agriculteurs, notamment le syndicat majoritaire, donc la FNSEA. Bon, il y a eu un peu un lever de bouclier à l'égard de Xavier Niel et voire d'autres investisseurs. Alors, il y a plusieurs choses en fait sur le sujet. Alors, je pense qu'il y a le monde agricole voit en fait des startups arriver avec des gens qui ont beaucoup d'argent et des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement, ce sont des gens
qui ne sont pas du monde agricole et qui viennent financer et qui veulent un retour sur investissement. Donc il y a une peur en fait, du monde agricole, au-delà de la concurrence par rapport à la viande par exemple, où là on se dit il y a une concurrence directe, si on mange de la viande cellulaire, on va manger moins de viande de ferme. Mais il y a aussi, d'une manière générale, une remise en cause un peu du modèle agricole traditionnel, familial, avec un capital familial. Là, on est sur un capital qui est ouvert. Et donc, c'est ça qui fait peur. Mais à mon avis, il faut même aller plus loin en termes d'explication de la réaction des agriculteurs. C'est que ces modèles-là de nouvelle production, la nouvelle food, en fait, ça remet totalement en question les basiques de la production agricole. L'agriculture, c'est le plein champ ou éventuellement sous serre. C'est travailler avec le vivant, avec le naturel, la nature. Là, on fait de la biotechnologie. Donc, il y a une espèce de changement de paradigme total qui bouleverse un peu le monde agricole. Et donc, il y a des réactions qui peuvent être, au-delà du rationnel, un peu irrationnelles, parce qu'on a l'impression que l'agriculture, elle se dérobe sous nos pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que pour toi, l'avenir de l'agriculture passe par les biotechnologies et le monde de la tech, ou ça doit rester du monde du vivant ou une complémentarité entre les deux, j'en sais rien. Quelle est ta vision là-dessus ? Je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. Okay. Je pense que c'est d'abord le consommateur, il faudra vraiment réfléchir en termes d'abord de consommateur. Ouais. Quelle est la demande du consommateur aujourd'hui ? Honnêtement, je ne pense pas que demain, on va remplacer l'agriculture traditionnelle par la nouvelle food. Ça me paraît compliqué et utopiste. Donc je pense qu'on va garder quand même, l'agriculture reste ses fondements, c'est ceux qu'on connaît aujourd'hui. Puis il y a plein de gens qui sont en demande de cette agriculture, de produits issus de cette agriculture. Après, il y a effectivement une minorité, des jeunes citadins par exemple, qui sont prêts à faire des nouvelles expériences en matière alimentaire, qui vont consommer ces nouveaux produits. Mais ça restera minoritaire. Après, par contre, il y aura peut-être des distinctions entre la viande cellulaire, les substituts de viande à base de végétaux et les insectes. Les insectes, je pense que ça va se développer. Okay. Substituts de viande, probablement aussi. La viande cellulaire, je suis un peu dubitatif, mais à vérifier. Une question sur la situation en Ukraine actuellement. Qu'est-ce que ça nous apprend, parce qu'on parle de pénurie de blé, de pénurie de matières premières, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les modèles agricoles actuels ? Alors oui, effectivement, c'est problématique à plusieurs niveaux. D'abord pour la matière première agricole, puisque l'Ukraine et la Russie, et notamment l'Ukraine, c'est un des principaux pourvoyeurs de céréales, notamment de blé, et notamment pour alimenter, par exemple, les pays d'Afrique du Nord ou de Moyen-Orient. Donc il faut quand même voir qu'il y a quand même des pays de Moyen-Orient qui sont extrêmement dépendants en fait, du blé d'Ukraine. Il y a même des pays, je crois que c'est l'Égypte, qui sont à plus de 80% dépendants du blé d'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un début de famine ? Ils ont trouvé d'autres fournisseurs ou... Pour l'instant, je ne pense pas que ça évolue beaucoup. Okay. Il y a des solutions avec d'autres pays donc pour diversifier un peu les approvisionnements. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des craintes par rapport à la famine. Il y a des grèves de la faim ou des émeutes de la faim qui sont anticipées. Parce que là, aujourd'hui, tout est bloqué au niveau de l'Ukraine. Donc ça veut dire que les productions de l'an dernier n'arrivent pas en fait, dans les pays parce que les ports sont bloqués. Et ça passe par des vraquiers qui passent par la mer Noire. Donc là, il y a un blocage des productions de l'an dernier. Et puis les semences, en ce moment, qui vont donner des récoltes pour l'année prochaine, c'est pareil, elles sont bloquées. Donc en fait, il y a des... C'est 2 saisons quasiment qui sont anéanties. Donc c'est très problématique, et notamment pour les pays qui ne sont pas du tout souverains au niveau alimentaire, et qui sont en plus ultra dépendants de pays. Et alors, ce qu'on peut tirer de ça, c'est... la dépendance en fait, de certains pays et, qui sont finalement pas résilients. Et donc c'est surprenant parce que le monde agricole connaît bien l'adage on ne met pas les œufs dans le même panier. Et là on a des pays qui mettent tous les œufs dans le même panier. C'est ça. Donc c'est problématique et ça peut effectivement conduire à des problèmes assez graves. Quelles sont tes préconisations toi justement sur ce point-là ? Je pense qu'effectivement il faut, à mon avis il y a 2 mots-clés aujourd'hui, c'est le mot résilience et diversification. Résilience parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, alors que ce soit les systèmes alimentaires locaux ou internationaux, et même les agriculteurs, avec les crises qu'on connaît, donc on a connu le Covid. Un an après, ou un an et demi après, on connaît la crise en Ukraine.
En plus, on a la crise de long terme. Enfin, c'est pas vraiment une crise, c'est plutôt la tendance lourde de régler les problèmes environnementaux. Tout ça fait que, voilà, il y a un moment donné, il faut être résilient. C'est-à-dire qu'il faut être capable de passer les crises sans trop d'impact négatif. Et donc pour ça, je pense qu'il y a le mot-clé, c'est la diversification. Et aujourd'hui, un système alimentaire ou une région, elle doit pouvoir diversifier ses sources d'approvisionnement. On parle beaucoup de local aujourd'hui. Mais c'est bien le local, moi je suis pour, parce que justement ça permet d'équilibrer avec les chaînes globales justement. Mais si on fait trop de local aussi, c'est dangereux. Il faut savoir donc un peu équilibrer les choses. Okay. Et puis même pour les agriculteurs, c'est pareil. Le mot-clé, c'est la résilience, c'est la diversification. Faire de la production alimentaire, de la production d'énergie, de l'hôtellerie, de l'agrotourisme. Voilà, donc je pense que c'est vraiment les deux mots-clés aujourd'hui pour passer les crises. Merci Roland. Tu avais un dernier mot ? Oui, alors je souhaitais remercier les partenaires de la chaire qui m'accompagnent, donc le Crédit Mutuel, le réseau Serre France de Normandie, la région Normandie et puis la Chambre régionale d'agriculture Normandie. Donc je les remercie encore une fois de leur soutien pour nos travaux de recherche. Merci beaucoup pour ton éclairage. Merci Valentin, merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode.